Salut à tous, dans cette vidéo vous allez trouver 10 questions à ne surtout jamais poser à un polyglotte. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai avec le terme polyglotte un rapport qui est assez compliqué, assez conflictuel on va dire. Parce que depuis une bonne dizaine d'années, il y a sur internet une starification des polyglottes, parce que sur internet on amplifie toujours la vie, le lifestyle comme on dit de certaines personnes, et ça peut donner l'impression que certaines personnes ont un talent extraordinaire, et parlerait 5, 10, 15, 20 langues. Donc il y a effectivement des gens qui parlent beaucoup de langues et même à un très bon niveau. Simplement, moi j'ai une perspective qui est différente, c'est d'aider tout un chacun à atteindre ses objectifs avec les langues. Et pour moi, être polyglotte, si on prend la racine grecque, c'est poly plusieurs et glotte langue. Donc à partir du moment où on peut s'exprimer, exister avec une autre langue que sa langue maternelle, on est de fait polyglotte. Pour moi, ce n'est pas un statut, ce n'est pas quelque chose avec lequel on va venir vous couronner. C'est simplement un fait de vie. Vous parlez plusieurs langues, vous allez vous exprimer en voyage avec des amis. Vous êtes de fait en train de pratiquer une vie de polyglotte. Donc peut-être même que vous êtes polyglotte sans même vous en rendre compte. Et ce qui m'énerve beaucoup avec cette starification des polyglottes, c'est que on va les placer sur un piédestal, on va donner l'impression que seule une poignée de gens très talentueux peuvent parler plusieurs langues, alors que absolument pas. C'est accessible à beaucoup de gens. Simplement, il est vrai qu'en France, le niveau général en langues étrangères est assez bas et on est dans un pays très monolingue, même comparativement à d'autres pays francophones comme le Québec au Canada, la Suisse francophone, la Belgique francophone et ainsi de suite. En France, on peut très bien faire toute sa vie en ayant juste quelques bases en anglais et pourquoi pas des restes d'espagnol du lycée, généralement c'est ce qui se passe, et on va pouvoir très bien s'en tirer. Donc il y a quand même un décalage, si vous, personnellement, vous avez passé beaucoup de temps à apprendre une langue, à voyager dans des pays étrangers, à vivre à l'étranger, à travailler, etc., avec des gens qui ne parlent pas français, vous avez sans doute remarqué que par rapport aux gens qui ont très peu de contact avec les langues étrangères, il y a un décalage assez fort. Et en résulte des questions, comme ça, pendant une soirée, une conversation mondaine où on va aborder un moment le sujet des langues. Beaucoup de ces questions sont relativement inoffensives. Malgré tout, elles peuvent être assez agaçantes, en tout cas elles le sont pour moi, elles le sont sans doute pour vous. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas posées méchamment, mais c'est un peu, vous voyez, comme si vous avez un nom de famille un peu amusant. Si quelqu'un vous fait une blague dessus, pour lui ça va être très drôle, ça sera la première fois qu'il le fait. Pour vous, en revanche, ce sera peut-être la 100e, voire la 1000e fois que vous avez entendu la blague. Ça commence à bien faire. Donc dans cette vidéo, il n'est absolument pas question de dénigrer les non-polyglottes. Moi, j'ai plutôt une approche de démocratisation des langues. C'est simplement revenir avec un peu d'humour sur des questions que vous avez très certainement entendues et qui cachent pas mal d'idées préconçues, de clichés et surtout de croyances limitantes par rapport à l'apprentissage des langues. Donc on va voir ces questions dans lesquelles vous allez très certainement vous reconnaître et aussi ce que vous pouvez en tirer pour votre apprentissage. La première question, et sans doute la plus énervante, c'est combien de langues tu parles? Alors j'ai déjà fait une vidéo dessus, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas forcément m'étendre davantage. Malgré tout, c'est selon moi la plus nocive, parce qu'elle cache une idée préconçue selon laquelle être polyglotte, c'est forcément une affaire de performance, et plus on parle de langue, meilleur polyglotte on sera. Et ça c'est vraiment très malsain, parce que tout dépend de votre vécu. Il y a des gens qui collectionnent les langues comme on collectionne les trophées sur une étagère. Il y a des gens qui n'ont pas spécialement envie d'apprendre beaucoup de langues et pourtant qui en parlent bien. Gardez bien à l'esprit que ce n'est pas la quantité qui compte. Voilà, oui, je connais des gens qui parlent plein de langues, qui arrivent à se débrouiller plus ou moins bien dans 10 langues différentes. Malgré tout, ils n'ont pas forcément un niveau extraordinaire. En revanche, je connais aussi des personnes qui ne parlent entre guillemets que 3 langues, mais qui vont être quasiment trilingues, c'est-à-dire avoir un niveau quasiment égal dans ces 3 langues et qui vont être capables, pour certains, de faire des prouesses comme traduire la langue médiévale vers le français. Et malgré tout, ça n'a pas l'air très impressionnant parce qu'il n'y a que 3 langues au compteur, mais c'est quand même une sacrée performance du point de vue des capacités réelles. Alors je ne vais pas non plus rentrer dans le débat comme quoi il faudrait quelques langues très fortes plutôt que plein de langues pas très fortes. Franchement, chacun fait comme il veut, chacun fait en fonction de ses objectifs personnels dans la vie. Il n'y a pas forcément de mal à apprendre un niveau de base ou intermédiaire plein de langues, enfin c'est pas forcément sale. Mais c'est vrai que les langues sont l'un des seuls domaines où on entend sans arrêt cette question. Parce que par exemple, si quelqu'un me dit « je suis musicien », est-ce que je vais lui demander « d'accord, mais combien d'instruments tu joues ?» C'est super bizarre parce que généralement,
la personne va être sur un seul instrument, par exemple, je sais pas, un violoniste, un soliste dans un orchestre qui va avoir un niveau extraordinaire, il ne va jouer vraiment bien que d'un seul instrument et ça ne va pas le décrédibiliser. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment arrêter avec ce combien de langues tu parles parce que ça n'a aucun sens et c'est vraiment très nocif de manière générale pour l'apprentissage des langues. La deuxième question qui m'énerve beaucoup, c'est ah tiens, tu parles cette langue, est-ce que tu peux me dire quelque chose dans cette langue? Ou est-ce que tu peux me dire ça dans cette langue, une phrase donnée? Alors si vous avez déjà vécu ça, je pense que ça vous énerve à force, c'est très usant, parce que vous n'êtes pas un singe savant, vous n'êtes pas un jukebox, et vous n'êtes pas là pour sortir des phrases dans une langue que vous connaissez. Et même si vous parlez bien cette langue, souvent vous n'avez aucune idée de quoi dire, on vous prend au dépourvu, et à vrai dire, si on me disait, tiens, dis une phrase en français, j'avoue que je ne saurais pas quoi dire, et je resterais un peu bête. Alors, moi, généralement, j'en suis arrivé à dire dans la langue que je sais pas quoi dire et que j'ai pas envie de le dire, ou alors que je peux balancer des insultes ou des trucs drôles. Mais c'est vrai que c'est assez énervant, parce que c'est vraiment comme l'image du petit dernier dans une famille, et il y a une réunion de famille, on fait un repas, et à la fin on dit ah tiens machin, toi qui joues du violon, tu veux pas aller jouer un morceau de violon devant mamie, ou tu veux pas chanter une chanson devant mamie? Ce qui fait penser d'ailleurs à ce vieux sketch des inconnus avec le repas de Noël, où à la fin le gamin joue du violon et joue n'importe comment. C'est vraiment ça, c'est aller embêter quelqu'un qui n'a rien demandé pour lui faire une performance, et les langues ce n'est pas une performance, c'est quand même un travail sur le long terme. Question numéro 3. Et pourquoi tu apprends cette langue alors que tout le monde parle anglais, alors qu'elle a peu de locuteurs? Ça c'est très énervant, parce que déjà, la plupart des gens qui sont polyglottes, que je connais, l'immense majorité, pour ne pas dire presque tous, parlent au moins bien anglais, même ceux qui ont un problème avec l'anglais pour des raisons politiques. Donc déjà, l'anglais, c'est quelque chose qui est acquis. Et au-delà de ça, on a le droit de s'intéresser à des cultures plus minoritaires. Ce n'est pas parce que on ne va pas pouvoir trouver un travail avec cette langue que ça n'aura aucun intérêt. Un peuple qui est plutôt petit a quand même le droit de s'exprimer, a quand même des choses intéressantes à dire. On peut vouloir aller voir cette culture. Et donc il ne faut pas simplement se contenter des langues les plus utiles soi-disant au monde, et il n'y a pas de langue qui soit inutile, qui soit indigne d'être apprise, et encore une fois, on fait ce qu'on veut. La question numéro 4, c'est tiens, si tu parles cette langue, est-ce que tu pourrais me traduire ce texte? Ça c'est très agaçant, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors quand il s'agit d'une petite phrase, d'une formule, d'un slogan trouvé sur internet ou dans le pays, il n'y a pas de souci, c'est très rapide. Mais il est déjà arrivé qu'on m'envoie quasiment un article de journal en me demandant de le traduire. Et ça, encore une fois, c'est une question qui cache de la méconnaissance, parce qu'on part du principe que si quelqu'un parle une langue, il est capable de traduire. Alors déjà, parler une langue et être traducteur, ce sont deux choses généralement différentes. Être traducteur, c'est un métier, parce que non seulement il faut comprendre ce qu'on lit, mais il faut savoir aussi bien le rendre en français, ce qui demande du boulot, et pratiquement autant, si ce n'est plus de boulot, que de comprendre la langue source qu'on va traduire. C'est pour ça que je tombe toujours des nues quand on m'envoie un truc à traduire, et je réponds toujours non désolé, j'ai pas le temps, parce que c'est chronophage et c'est un vrai métier. Et je passerai aussi sur les gens, ça m'est déjà arrivé qu'ils me demandent de les aider dans leurs devoirs sur les applis pour apprendre des langues. Bon, quand c'est des bons amis, que c'est pas grand chose, pourquoi pas, mais parfois il y en a qui abusent juste parce qu'on parle une langue. Alors la question numéro 5, ce sera: à quoi ça ressemble cette langue? Et ça, c'est pas forcément idiot, c'est normal de demander, on peut être curieux. Malgré tout, c'est très difficile de répondre à cette question, parce que à partir du moment où quelqu'un va poser la question, c'est que généralement, il n'a aucune idée de ce à quoi vont ressembler les langues proches. Et quand on vous pose la question de la ressemblance d'une langue avec une autre, vous avez envie de sortir une autre langue justement, et autant c'est facile de dire que le portugais ressemble un peu à l'espagnol, autant pour des langues plus éloignées, généralement, la réponse ne va pas beaucoup avancer votre interlocuteur. Par exemple, on me demande souvent à quoi ça ressemble le finnois, et sournoisement, maintenant, je réponds toujours, ça ressemble à l'estonien. Et voilà, pour la plupart des gens, l'estonien, c'est quelque chose qui est complètement inconnu, alors que c'est la pure vérité que le finnois et l'estonien se ressemblent beaucoup. Malheureusement, à partir du moment où la personne n'a pas les codes des langues qui se ressemblent, comment donner une réponse? Comment donner une réponse dans l'absolu en disant ça ressemble à ceci, cela? C'est très compliqué à décrire. Parce que généralement, si une personne, par exemple, parle russe et se pose la question du slovène, il va à peu près avoir la connaissance de base qui va lui dire que le slovène c'est une langue slave, ça ressemble à peu près de très loin au russe. Bon, je caricature, mais c'est ça. Donc la question ne se posera même pas.
Alors que souvent, quand on vous pose la question, c'est déjà le signe que la réponse va être très compliquée à donner. Surtout d'ailleurs si votre langue est un isolat, par exemple le japonais, on peut dire que sur certains points ça ressemble un peu au coréen, sur l'écriture ça ressemble un peu au chinois, mais au-delà de ça c'est très compliqué de décrire à quoi ressemble le japonais sans rapprocher d'une langue connue de tous comme l'espagnol, l'italien. Question numéro 6. Tu parles cette langue? Ah mais c'est pas la plus difficile au monde? Ah, la question de la langue la plus difficile au monde, toujours, bon, que ce soit le finnois, le hongrois, le japonais, le chinois, il y a toujours une langue qui serait impossible à apprendre et les gens sont ébahis que vous arriviez à la parler. Et ça, encore une fois, c'est très nocif parce que j'ai une conviction très personnelle et je sais que souvent je suis en désaccord avec pas mal de monde. Pour moi, il n'y a pas de langue qui soit fondamentalement, dans l'absolu, plus difficile qu'une autre. Ça peut être relatif, bien sûr. Par exemple, le chinois va sembler plus difficile que l'espagnol pour un francophone parce que l'espagnol est plus proche du français. Mais je ne pense pas que l'espagnol soit fondamentalement facile, par exemple, pour un chinois. Ce sera des langues très éloignées et il n'y aura pas le prérequis de base. Donc même s'il peut y avoir des critères de difficulté, comme par exemple l'alphabet, quelques points de prononciation, des subtilités dans la grammaire, des exceptions dans la grammaire, je pense vraiment pas qu'il y ait une langue plus difficile qu'une autre. Et ça, c'est très nocif là aussi parce que ça va classer les langues dans des catégories de difficulté. Et dans les faits, il m'est déjà arrivé de croiser très souvent des gens qui me disent « Bon, moi je voulais apprendre cette langue, mais paraît-il qu'elle est impossible à apprendre, ou alors que c'est la plus difficile du monde, ou alors juste qu'elle est très difficile. Donc je me suis rabattu sur une autre langue. » Et généralement, cette personne aime moins la langue de consolation. Et ça, c'est dommage parce que, oui, parfois il peut y avoir des difficultés propres à une langue, mais encore une fois, ce qui fait la réussite, c'est vraiment le travail, le travail, le travail. Et la difficulté de la langue finit vraiment par s'atténuer. Donc c'est très problématique et c'est pour ça que je n'aime pas du tout parler des langues les plus difficiles au monde. Je ne supporte pas les classements de langues les plus difficiles au monde parce que c'est contre-productif et ça va mettre des bâtons dans les roues de beaucoup d'apprenants. Alors, question numéro 7. Ah, tu parles telle langue? Ah, tu parles tel nombre de langues? Ah, mais tu dois être très doué, n'est-ce pas? Tu as un don pour ça, tu as un talent. Et généralement, la personne va se dévaloriser en disant « Par contre, moi je suis nul en langue, je n'arrive pas à apprendre des langues, c'est vraiment pas mon truc. » Autre problème, la croyance en un don des langues. Alors oui, je vous le concède, il peut exister certains avantages innés et très fragmentaires si on veut. Par exemple, avoir une bonne oreille. Je connais des gens qui ont une très bonne oreille et qui arrivent relativement facilement à entendre les sons de la langue et à bien la comprendre, bien la parler avec un bon accent. Des gens qui ont une bonne mémoire, ça va leur servir pour le vocabulaire. Des gens qui sont assez logiques, ça va leur servir pour la grammaire. Mais ce sera finalement assez marginal. Parce que même s'il peut y avoir des petits avantages comme ça à la base, là aussi, on y revient toujours. Ce qui fait la réussite dans une langue, c'est un long cheminement avec des bonnes méthodes pour savoir quoi faire, comment le faire, ne pas se disperser ou faire n'importe quoi. Et encore une fois, de l'investissement, de l'investissement, de l'investissement. Il faut bien comprendre que la majorité des polyglottes, surtout ceux qui parlent beaucoup de langues, ce sont simplement des gens qui ont fait un investissement en temps. Donc qui ont échangé une partie de leur temps de vie, qui est la ressource la plus précieuse qu'on a, encore plus que l'argent, pour les investir dans les langues, alors qu'il y a d'autres gens qui ont décidé de faire de la guitare, du piano, apprendre, je sais pas, à tricoter ou conduire des voitures de sport, enfin vraiment n'importe quoi. Simplement, c'est un choix de vie. Et dans l'immense majorité des cas, si des personnes ont l'air très fortes pour apprendre des langues, c'est simplement une histoire d'habitude. Par exemple, moi je peux très facilement, je pense, prendre n'importe quelle langue et avoir les bases dedans rapidement, mais c'est parce que je sais pertinemment comment faire. Il y a beaucoup de gens qui savent comment apprendre des langues, et à l'inverse, ceux qui ne se sont jamais exercés, eh bien pour eux ça reste une activité très compliquée, très bizarre, qui demanderait un certain talent, alors que je suis convaincu que le talent peut exister, mais ne joue vraiment qu'une part toute petite dans l'apprentissage d'une langue. On arrive maintenant à la 8e question. Mais à quoi ça va te servir d'apprendre cette langue? Enfin, ça sert à rien cette langue. Voilà, on revient à l'utilité des langues, comme quoi il faudrait apprendre que les langues qui seraient dans la liste des langues les plus utiles du monde. Ah, donc l'anglais, le mandarin, ou l'espagnol, généralement ça revient toujours comme ça. Ça c'est très énervant parce que c'est partir du principe qu'apprendre une langue c'est tellement difficile que si on veut le faire, il ne faudrait apprendre que des langues utiles. Alors je suis au regret de vous annoncer que j'ai connu des gens qui étaient positionnés seulement sur des langues soi-disant très utiles.
Par exemple, des gens qui voulaient être traducteurs assez généralistes en anglais et espagnol, et pour eux c'était compliqué parce que ils avaient beaucoup de concurrence. À l'inverse, j'ai connu des gens qui avaient appris des langues plus marginales, plus rares on dirait, et qui ont pu tirer leur épingle du jeu parce que ces personnes ont pu identifier une niche, quelque chose avec lequel elles ont pu travailler. Et ensuite, outre cet aspect financier avec lequel j'ai aucun problème, moi j'ai pu assurer ma subsistance avec les langues, il y a des gens qui travaillent avec les langues, aucun souci avec ça. Simplement, on peut aussi très bien vouloir apprendre une langue en dehors de tout projet professionnel, juste parce que la langue nous passionne, que la culture nous intéresse et qu'on a envie par exemple de partir en vacances dans ce pays, sans avoir de projet utilitaire derrière. Donc réduire simplement les langues à leur aspect utilitaire, c'est selon moi très triste parce qu'on peut apprendre des langues pour des milliers de raisons très personnelles et pas se forcer à apprendre une langue parce que soi-disant elle est très utile. Question numéro 9. Quelle est ta langue préférée parmi celles que tu parles? Alors c'est pas forcément une mauvaise question, c'est pas forcément nocif, mais je trouve à titre personnel qu'il est très difficile d'y répondre parce que j'ai du mal à dire quelles sont mes choses préférées. Moi il y a toujours trop de choses que j'aime, trop de films, de livres, de musique ou autre, peut-être trop par rapport à mon temps limité, et c'est peut-être votre cas. Et c'est très difficile de dire quelle est sa langue préférée, parce qu'encore une fois, on ne pose pas la question des critères, pour la difficulté, l'utilité. Par exemple, est-ce que c'est votre langue préférée de par ses sonorités, de par, je sais pas, son écriture, de par sa logique, si vous avez un intérêt linguistique, ou est-ce que c'est par rapport à votre expérience personnelle? Est-ce que vous avez appris une langue plutôt à l'école, dans un cadre un peu contraignant, ou alors à l'étranger, dans un cadre qui vous a laissé des souvenirs inoubliables? C'est toujours très difficile de dire pourquoi on aime une langue, même de le savoir. Et en tout cas, je considère que pour parler une langue à un bon niveau, il faut quand même avoir un intérêt assez fort, sinon il est très difficile, voire impossible de rester motivé. Donc au bout du compte, personnellement, sur toutes les langues que j'ai pu apprendre, j'ai pu changer dans ma vie. Il y a peut-être des pays qui m'intéressent moins, des choses qui m'intéressent plus ou moins, et c'est assez cyclique, donc il est difficile de vraiment dire dans l'absolu, cette langue c'est ma préférée, point barre. Après, il y a des gens qui s'intéressent uniquement à une langue, un pays, par exemple, qui sont passionnés d'Italie, et là ce sera facile. Mais pour beaucoup de gens, c'est très difficile, parce qu'il peut y avoir, justement par la polyglossie, on devient polyglotte généralement parce qu'on s'intéresse à beaucoup de choses très différentes, très bigarrées, et à la fin, on finit par ne plus savoir quelle est sa préférence réelle. On arrive à la 10e et dernière question, c'est tu as mis combien de temps pour apprendre cette langue? Ou alors tu as mis combien de temps pour atteindre ce niveau? Là encore, c'est une question qui est intéressante, mais à laquelle il est très difficile de répondre. Pourquoi? Parce que la personne en face de vous attend que vous lui disiez en combien de temps elle va pouvoir parler cette langue au même niveau que vous. Et ça, c'est très complexe. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'allez pas avoir le même parcours. Peut-être que vous avez appris cette langue de manière très rapide, par exemple dans un cursus universitaire, même à l'étranger, directement dans le pays, dans une famille d'accueil, ou alors vous avez appris chez vous le soir en rentrant du travail et il vous restait plus beaucoup de temps et d'énergie. Vous avez eu des hauts, des bas, des moments où vous avez progressé très vite, des moments où vous avez progressé moins vite. Bref, c'est très compliqué de donner une réponse. Et en plus, plus vous passez du temps sur une langue, moins la réponse va être impressionnante, si vous voulez. Parce que le retour sur investissement est de plus en plus faible. Il est très facile de passer de 0 à 1, c'est-à-dire avoir des petites conversations, avoir les bases d'une langue, plutôt que de 1, c'est-à-dire le niveau de base, jusqu'à un niveau intermédiaire, voire avancé. Parce que plus vous allez aller haut dans votre maîtrise d'une langue, plus vous allez apprendre du vocabulaire qui va être rare, et que vous aurez peu de chances de ressortir dans la vie de tous les jours. Donc plus vous allez passer du temps sur une langue, plus vous allez donner l'impression que vous avez mis beaucoup trop de temps à apprendre cette langue. Et encore une fois, il est très difficile, vu que chaque personne sera différente, de dire j'ai appris telle langue à tel niveau en tant de temps, parce que la personne souvent attend vraiment une réponse par rapport à elle, et vous ne pourrez pas la satisfaire à ce niveau-là. Voilà, en tout cas, j'ai terminé avec ces 10 questions, et selon moi, ce que ça cache, c'est, encore une fois, un manque de connaissances par rapport aux langues et à l'apprentissage dans toute sa longueur, dans toute sa durée. Et c'est vraiment voir le passage de monolingue à multilingue, à polyglotte, comme passer de 0 à 1, encore une fois, comme un boulet, si vous voulez. C'est soit on parle une seule langue, soit on en parle plein, et on ne voit pas tout le cheminement qu'il y a derrière. On s'imagine que la personne, comme ça, tout à coup, a eu un trait de génie et a appris plein de langues, que le fait de savoir parler une langue à un certain niveau, eh bien, c'est un stade terminal, alors qu'en fait, on n'a jamais vraiment fini de l'apprendre. Parce que parler une langue, ça veut dire quoi? Ça veut dire la parler à un niveau de bonne base solide, c'est vrai. Ça veut dire un niveau courant,
c'est-à-dire être capable de s'exprimer dans la plupart des situations du quotidien, ou alors vraiment un niveau bilingue, comme si c'était vraiment votre langue maternelle. Ça veut dire tout ça, c'est très vague, et la plupart des gens qui ne parlent pas de langues étrangères, ou vraiment à un niveau très faible, une ou deux langues, ne vont pas percevoir tout ce chemin, c'est-à-dire tous les hauts et les bas, les moments où vous avez pu progresser plus vite, les plateaux que vous avez pu rencontrer où vous n'arriviez plus du tout à progresser, ou encore tout ce qui a pu vous arriver, par exemple les langues qui ont pu rouiller quand vous êtes revenu dessus, les hauts et les bas que vous avez connus, les moments où vous avez pu accélérer parce que vous étiez dans le pays, et surtout c'est voir l'apprentissage des langues comme quelque chose de potentiellement inaccessible, comme les langues les plus difficiles au monde, seulement pour les gens qui sont doués, et ne pas arriver à percevoir tout le temps passé et les actions que vous avez pu mettre en place. Car ce qu'il ressort de ces questions, c'est que l'apprentissage des langues serait quelque chose qui se passe uniquement de manière spontanée, avec un talent, et que ce n'est pas justement une suite d'actions à mettre en place. Alors que quand on regarde le quotidien d'un polyglotte, c'est justement beaucoup de temps à faire des actions précises pour améliorer son niveau en langue. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous dire dans les commentaires votre expérience par rapport aux questions qu'on a pu vous poser, les questions un peu gênantes, les questions agaçantes et surtout celles qui vous ont désarçonné parce que vous vous rendiez compte de l'écart du gouffre entre vous et votre interlocuteur par rapport à votre expérience avec les langues. C'est toujours très intéressant d'en parler. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne, cliquez sur la petite cloche, récompenser d'un pouce si cette vidéo vous a intéressé. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire à mes contacts email privés, vous cliquez sur le lien dans la description et vous aurez accès justement à une formation gratuite de 42 minutes qui va vous aider à apprendre votre vocabulaire parce qu'il n'y a pas de langue plus difficile qu'une autre. Il n'y a pas besoin d'un talent spécifique, mais il y a vraiment des actions concrètes que n'importe qui peut mettre en place pour arriver à retenir et à utiliser les mots expressions d'une langue. En tout cas, pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon courage dans votre apprentissage. Ciao!